Bonjour à tous. Alors voilà, nous sommes dans la même pièce avec Madame Tomasini. Nous allons séparer les temps de parole mais garder nos distances de façon à pouvoir vous parler sans le masque. On va être un peu à distance. Bienvenue à tout le monde. Je passe la parole. Bienvenue à tout le monde pour cette première réunion de sensibilisation, enfin cette réunion de sensibilisation donc à destination des circonscriptions et des rêves. On va parler un petit peu de l'autisme avec ma collègue. Toi, il est besoin de te présenter. Oui, donc moi je suis Anne Tomasini et je travaille à la mission éducation inclusive. Je suis l'adjointe de la chef de la mission. Bonjour, moi je suis Camille Schneider, je suis professeure ressources à l'Académie de Paris et je suis en poste au CRAIF. Le CRAIF, c'est le centre de ressources autisme pour toute l'Île-de-France. Voilà, donc on fait cette formation en partenariat. Et donc je suis amenée à me déplacer dans les écoles sur appel des enseignants en général ou des AESH. Et moi je me déplace dans les dispositifs. Donc, on verra tout à l'heure, mais donc les ULIS, collège, ULIS école, les UEMA et les UEA. Il y a un problème de son? Est-ce que vous nous entendez bien? Vous nous faire un signe. Merci. Oui, parce qu'il y en a qui apparemment n'entendent pas bien. Alors, je ne sais pas, c'est peut-être au niveau de vos ordinateurs qu'il faut monter le niveau sonore. Alors, je vous partage le support que vous recevrez en version PDF. Voilà, donc nous sommes déjà présentés. Donc, nous sommes ensemble jusqu'à 16 h. Vous avez la possibilité d'écrire des questions sur le chat, mais pas de prendre la parole parce que vous êtes assez nombreux. Du coup, on a notre collègue Leslie Oyo qui va sélectionner les questions sur le chat et nous les envoyer au fur et à mesure. Et donc, à chaque fin de chapitre, on essaiera de répondre à un maximum de questions que vous nous aurez posées. On espère avoir fini avant 16 h de façon à pouvoir avoir un temps d'échange si nécessaire à la fin. Donc voilà les chapitres. Qu'est-ce que l'autisme? Le traitement de l'information sensorielle, les troubles alimentaires, le langage, la communication, les interactions sociales, les troubles du comportement, les documents qui sont élaborés par la DASCO et le CRAIF et des exemples d'adaptation au quotidien de la vie d'école. Alors, tout d'abord, je vais vous parler de l'autisme au sens large. Donc, il y a des définitions qui évoluent au fur et à mesure. Pour l'instant, on est DSM-5 et CIM-11. C'est donc deux outils qu'on utilise pour donner les définitions. Alors, autisme, c'est le terme un peu générique, un peu qu'on utilise fréquemment. Le vrai terme, en fait, c'est TSA, c'est trouble du spectre de l'autisme, parce que vous allez voir, le spectre est assez large et que dans ce spectre, on retrouve des personnes avec autisme qui n'ont pas du tout le même profil et ça peut aller de l'autisme léger à l'autisme lourd. Voilà. Dans l'autisme, vous allez voir, il y a une définition exacte du trouble, mais chaque personne étant différente, évidemment, c'est pas parce qu'on rentre dans le spectre de l'autisme qu'on est exactement, qu'on fonctionne de la même manière d'une personne à l'autre. Alors, il y a aussi le terme de TND, vous allez voir, on a mis des petites vidéos là-dessus. TND, c'est trouble du neurodéveloppement, et donc l'autisme fait partie des troubles du neurodéveloppement, et donc vous avez sur pas mal d'élèves qui sont en situation de handicap, il y en a pas mal, mais qui ont un trouble du neurodéveloppement. Donc, il y a tous les enfants qui ont des dyspraxie, dyslexie, dysphasie, dysorthographie, enfin tout ce qu'on connaît sur les 10. Les enfants qui ont des troubles de l'attention avec de l'hyperactivité, de la déficience intellectuelle aussi qui entre dans les troubles neurodéveloppementaux et donc de l'autisme. Et vous allez voir qu'il n'est pas rare qu'un enfant cumule plusieurs troubles neurodéveloppementaux et du coup, ça fait une personnalité propre.
Donc, tu dis Anne, hein, si tu complètes. Donc, dans les troubles neurodéveloppementaux, les TND, donc c'est un trouble qui apparaît dès la conception. Hein, la maman est enceinte, hein, déjà, il y a des connexions qui se font différemment dans le cerveau de l'enfant. Et en fait, une fois que l'enfant est né, donc comment est-ce qu'on s'en rend compte? On voit les critères de diagnostic et on s'aperçoit que l'enfant a un déficit de communication et d'interaction sociale, c'est un premier point, et aussi qu'il a des intérêts et des comportements restreints et répétitifs. Donc, on va vous détailler un peu ça, sachant qu'il faut avoir il faut avoir tous ces critères pour être autiste et il faut que ce soit permanent. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'un jour on est, je ne sais pas, on a des problèmes d'interaction sociale avec ses collègues qu'on est autiste. Voilà, il faut que ce soit permanent et que ce soit absolument sur tous les domaines. Donc ça entraîne des comportements donc, particuliers. Et on sait que c'est dans le traitement sensoriel du bébé dès la conception, donc, que ça va donner un fonctionnement cognitif particulier. C'est-à-dire que déjà, le bébé, il va traiter l'information du bruit, l'information visuelle et toutes les informations sensorielles du toucher de manière très particulière. Et c'est ça qui va donner un fonctionnement cognitif différent. C'est le traitement de l'information qui est différent, ce ne sont pas les sens qui sont atteints. On va voir les détails juste après. Alors, il y a des liens de vidéos que je ne vais pas vous montrer parce qu'on n'a pas le temps. Donc, par exemple, celle-ci, une épidémie d'autisme vraiment, c'est une petite vidéo faite par l'INSERM. Comme vous recevrez le PDF, vous pourrez aller cliquer sur le lien, c'est un lien internet. Donc là, je vais passer une petite vidéo de 1 minute. On en a sélectionné pas mal d'1 minute pour rendre un peu plus dynamique cette intervention. C'est un extrait de Autisme, les premiers signes. C'est pareil, je vous ai mis le lien en haut. Vous pouvez voir la vidéo en entier chez vous intérieurement. Et là, en fait, je n'ai pris que les morceaux qui intéressent, qui peuvent illustrer mon propos. Donc là, c'est juste sur qu'est-ce que le TND. J'espère que le son. Mais au fait, est-ce que vous savez ce que c'est un trouble neurodéveloppemental? Dès notre conception à l'âge adulte, notre cerveau suit un processus appelé neurodéveloppement. Les mécanismes constituant ce processus vont orchestrer nos fonctions motrices, cognitives, comportementales et sensorielles. Ce processus dynamique est influencé par des facteurs biologiques, génétiques et environnementaux. Dans le cas d'un développement standard, chaque individu suit des étapes identifiables. Un enfant entre 6 et 12 mois va, par exemple, commencer à répondre à son prénom. Cependant, il arrive qu'au cours de la grossesse, le cerveau se développe de façon atypique, entraînant des difficultés plus ou moins grandes dans une ou plusieurs fonctions cérébrales. Apparaît alors un trouble du neurodéveloppement. Les troubles neurodéveloppementaux sont nombreux et complexes. On peut citer les troubles 10, le TDAH, les troubles du développement intellectuel et bien sûr l'autisme. Une personne peut cumuler plusieurs troubles neurodéveloppementaux qui vont interagir les uns avec les autres. Voilà, c'est un résumé, une petite explication plus simple que ce que je venais de vous dire, mais qui voulait dire un peu la même chose. Donc là, c'est une autre vidéo, c'est Andéo qui l'a faite. Elle dure en tout une dizaine de minutes et c'est pareil, vous allez voir au fil de la formation, là, de l'intervention, je l'ai découpé en petits morceaux. Donc là, c'est le petit morceau qui explique un peu ce que c'est que l'autisme, les TND. Pour comprendre l'autisme, il faut commencer par faire tomber certains préjugés. L'autisme est un trouble précoce du développement neurologique entraînant un handicap plus ou moins sévère qui n'est pas forcément visible immédiatement. On parle de spectre de l'autisme avec des degrés d'intensité et des caractères différents pour chaque individu. Les personnes autistes ont cependant en commun des troubles de la communication et des relations sociales, mais aussi des centres d'intérêt restreints et des comportements répétitifs. Une apparente indifférence aux autres ou le fait d'avoir du mal à comprendre et à se faire comprendre peuvent refléter ce manque de moyens pour communiquer et appréhender les règles de vie en société.
Ces difficultés peuvent également masquer les problèmes somatiques, car un enfant ou un adolescent autiste n'exprime pas forcément les douleurs ou les besoins qu'il ressent. Pour une personne autiste, la perception du monde qui l'entoure peut être démultipliée par des troubles sensoriels. Un environnement bruyant, une lumière trop vive ou une odeur désagréable peuvent devenir oppressants et créer une réaction de stress très forte, menant à des accès de peur ou de colère. Ces comportements sont perçus à tort comme agressifs ou capricieux. La punition n'apporte alors aucune solution, car elle renforce le stress ressenti et aggrave la situation. Pour adapter son approche à un enfant ou à un adolescent autiste, l'aidant doit avoir une attitude bienveillante et une bonne connaissance des troubles de l'autisme. Prenez le temps d'échanger avec les professionnels référents et la famille, qui connaît les particularités de son enfant, ses centres d'intérêt, ses anxiétés et les programmes ou les outils qui fonctionnent selon les situations rencontrées. Ces moments de transmission et les outils de liaison permettent de mieux décrypter les comportements et les besoins de l'enfant ou de l'adolescent pour faciliter la communication et la compréhension réciproque. Voilà, donc c'est aller même un petit peu plus loin que qu'est-ce que l'autisme, hein. Il y a pas mal de choses qui ont été évoquées. J'ai conscience que ça passe très très vite, mais on voulait vous donner beaucoup d'informations. Donc, pardon. Voilà, donc le résumé sur qu'est-ce que l'autisme, ce serait ça. Il y a un traitement de l'information sensorielle qui se fait de manière très différente d'une personne neurotypique qui n'est pas autiste, hein. Ça engendre un fonctionnement cognitif particulier, donc vu que la façon d'appréhender le monde est différente, du coup, personne a des réactions qui sont différentes et une façon de réfléchir qui est différente. Entre autres, des interactions sociales, hein, très particulières, des spécificités au niveau de la communication. Donc, c'est des personnes qui peuvent avoir du langage, mais plus difficilement de la communication avec d'autres. Des difficultés à s'organiser et des comportements qui peuvent paraître étranges, c'est ce qu'on appelle les gestes répétitifs, des stéréotypies et des intérêts très restreints. Donc, vous avez certainement rencontré des enfants, par exemple, qui vont parler que du métro, qui vont parler, je ne sais pas, des systèmes planétaires ou voilà, des choses très très particulières, et puis qui ont des gestes répétitifs comme le flapping, on secoue les bras comme si on allait s'envoler, par exemple, ou des enfants qui se stimulent devant les yeux vers la lumière pour se faire un peu le thromboscope, on va avoir avec les yeux, avec les doigts devant les yeux. Et ils ont aussi des difficultés à gérer leurs émotions parce qu'ils ont beaucoup de mal à imaginer que les autres n'ont pas la même émotion qu'eux et du coup ils ne sont pas spontanément, ils ne vont pas dire quelle est leur émotion, voilà, parce qu'ils pensent que tout le monde est tout. Donc il y a encore une petite vidéo là de Witserm aussi, donc je ne vous passe pas, mais que sur la définition de l'autisme, je ne sais pas si... Est-ce qu'il y a des questions? Leslie, es-tu là? Si tu as noté quelque chose. Pas pour l'instant, donc je continue. Si j'ai une question, cela ressemble également à l'hypersensibilité. Pas forcément. Moi, je trouve que c'est pas. Alors, c'est très justement, on arrive à l'information sensorielle. Effectivement, les personnes avec autisme, elles peuvent passer de l'hypersensibilité à l'hyposensibilité. C'est ça qui est très particulier. Et sur la même personne, à quelques minutes près, vous allez voir pourquoi. Il y a des moments où ils ont besoin justement de ressentir plus le sensoriel parce que leur corps ne leur donne plus d'informations. C'est à ce moment-là qu'on va voir des personnes se balancer, ou, parce que par exemple les vestibules vont plus leur donner l'information de leur position corporelle, donc ils vont insister. Et il y a des moments où au contraire c'est beaucoup trop fort. C'est-à-dire qu'une personne un enfant par exemple peut être bloqué devant les escaliers parce que d'un seul coup, au moment où il va descendre les escaliers, le système vestibulaire va être beaucoup trop fort et donc il aura l'impression d'avoir descendu à 1 mètre ou d'être tombé d'une marche à l'autre. Donc il va se pétrifier et à ce moment-là, il aura besoin au contraire de moins de stimulation. Du coup, voilà, on passe d'hypo à hyper assez facile. La même personne peut avoir des hypo et des hypersensibilités. Ce qui peut expliquer aussi quelquefois qu'ils se griffent ou qu'ils se mordent pour ressentir justement des sensations parce ils les ressentent moins fort que d'autres enfants. Exactement.
Je ne sais pas si vous entendez Anne Tomattini quand elle parle. Oui. Vraiment. Voilà, donc déjà, on va regarder un peu le sensoriel, parce qu'on pense toujours à la vue, le toucher, l'ouïe et l'odorat et le goût. Et il en existe plein d'autres. Donc là, j'en ai mis 2 autres qui sont assez fortement impactés dans l'autisme, mais il y a beaucoup d'autres informations sensorielles. Il n'y a pas que ces 5-là. Donc la proprioception, c'est la position du corps. Par exemple, là, si vous fermez les yeux, vous pouvez tout de suite dire où est votre pied, où est votre main, même sur quoi repose votre dos, etc. C'est les informations qu'on a de proprioception, c'est un peu de la profond, c'est-à-dire qu'on connaît la position de son corps. Et il y a le système vestibulaire hein, dont je vous ai parlé, donc qui rejoint un peu l'équilibre. C'est un système qu'on a dans l'oreille interne avec des petits osselets et du coup qui nous disent comment est-ce qu'on peut revenir à la verticale un peu. C'est-à-dire que quand on marche, par exemple, quand on avance le pied en avant, le corps sait qu'il est en déséquilibre et il va vite mettre l'autre pied pour qu'on ne se retrouve pas par terre. Voilà, donc le système vestibulaire, c'est très important. C'est ce qui fait aussi que c'est ce qu'on trouble un peu quand on est enfant, on fait souvent ça. On se met à tourner sur soi dans la cour de récréation là, à toute vitesse. Ça perturbe le système vestibulaire et du coup, on dirait qu'on est un peu sourd. Et c'est parce que le système vestibulaire a été tellement secoué qu'il n'arrive pas bien à se remettre, donc on ne sait plus trop comment on est. Voilà. Et du coup, les enfants qui ont une information un peu perturbée du système vestibulaire peuvent avoir besoin à un certain moment justement de tourner sur une chaise, par exemple, de tourner sur eux-mêmes, pour le restimuler, pour que ça leur donne plus d'informations parce qu'ils en manquent à un certain moment. Alors justement, le traitement de l'information au niveau de l'odorat qui peut être modifié, ce qui peut expliquer que certains enfants soient dégoûtés par des odeurs comme le fromage ou le poisson et n'arrivent même pas à rentrer dans la cantine quand c'est au repas, au menu, ou certains touchés qui les gênent énormément ou qui les affectionnent plus particulièrement avec un vêtement qu'un autre. En fait, visiblement, ça fait de l'écho parce que tu parles et là et là. Du coup, il faudrait que tu coupes ton... Voilà, c'est technique là. Voilà, pas très facile. Voilà, ça y est, on a... Donc pareil, il y a une petite vidéo sur le bruit dans la classe, hein, ce que ça peut faire. Donc on pense souvent bruit hein, quand on parle sensoriel, mais il y a vraiment tout qui est impacté. Et pas forcément tout chez la même personne, pas forcément de la même manière. Donc, comme disait Anne Tomassini à l'instant, ça peut être effectivement des odeurs qui sont insupportables, ou au contraire, des enfants qui cherchent des odeurs très fortes pour se stimuler au niveau olfactif. Je ne sais pas si je peux donner un exemple assez horrible, mais il y a des enfants, voilà, il y a quand même certains enfants, ça arrive, qui se mettent la main dans les fesses hein, pour avoir une odeur assez forte et qui se sentent la main après pour se stimuler sur voilà, une odeur qui est assez forte et qui nous plaît pas. Et eux, ça redynamise la sensation olfactive. Donc, pour ces enfants, la difficulté que ça peut engendrer d'avoir ces troubles sensoriels, hein, vous l'imaginez déjà un peu, il peut y en avoir beaucoup trop, des stimulations, et du coup, il est submergé par ce qui l'entoure. Il tient plus en place dans le sens où, effectivement, soit il a besoin, au contraire, d'agitation, et donc il va se mettre à s'agiter pour faire du mouvement, soit il y en a trop, il est submergé, et du coup, il va... pardon, je regardais les questions, il n'y a pas d'autres questions, visiblement, et il est... du coup, il va avoir besoin de se mettre en repli sur lui-même. Donc, par exemple, pour le bruit, on voit souvent des enfants qui mettent les mains sur les oreilles. Ça donne quand même une indication sur le fait qu'il y a trop de bruit. Dans la cour de récréation, il y a des enfants qui se replient sur eux-mêmes parce que l'agitation des autres qui courent dans tous les sens, à ce moment-là, ça devient vraiment insupportable. Et comme disait Anne là à l'instant, c'est effectivement, c'est pas seulement qu'ils n'aiment pas, c'est que c'est insupportable. C'est-à-dire comme vous, si on vous mord, hein, par exemple, très fort,
c'est au-delà de ça vous gêne, hein, ça vous fait vraiment mal, quoi. Et eux, ça peut être juste le fait, par exemple, de passer doucement le doigt sur leur, ou juste d'effleurer leur peau, et ça va leur faire vraiment une douleur comme vous quand on vous mord, quoi. Et d'ailleurs, même entre nous, si on nous mord exactement de la même façon, chacun, on n'aura pas tous le même ressenti de la douleur. Enfin, mais eux, il faut vraiment se dire que c'est pas juste qu'ils sont dérangés, c'est que c'est douloureux. Oui, vous m'entendez bien? Parce qu'on est... ouais. Ça peut être douloureux même au niveau de flash, des lumières trop vives, des couleurs, le son évidemment, les odeurs, la fréquence, enfin tout peut devenir insupportable, d'où l'effet de repli ou de crise, on verra après, parce que le traitement d'information est compliqué. Et effectivement, le rythme peut ne pas du tout être adapté du fait du traitement de ces informations, de toutes ces stimulations qui arrivent en même temps et qui sont ingérables. Donc, effectivement, ça devient très douloureux, c'est pas du tout un fait exprès ou du caprice. Alors, oui, alors, oui. Il y a une question sur faut-il favoriser le fait que l'enfant tourne toutes les stéréotypies, hein? Alors, du coup, le fait, donc il y a des choses dont on a parlé tout à l'heure, que de temps en temps ils sont hypersensibles, de temps en temps hyposensibles, et qu'en plus, donc ça varie avec le moment de la journée. Évidemment, l'après-midi, en général, c'est plus compliqué que le matin. S'ils ont mal dormi, ils vont arriver le matin avec déjà une surcharge sensorielle. En fait, ils vont moins supporter, comme nous, quand on est fatigué, on supporte moins les choses. Mais du coup, globalement, quand on est hyposensible, donc il y a un moment donné où il y a une perte d'information et que l'enfant a besoin de se stimuler pour des raisons sensorielles, on peut pas, enfin, on ne doit pas l'empêcher de faire ces stimulations. Donc, par exemple, voilà, la chose tourne sur lui-même. Voilà. Tourne sur lui-même, c'est une chose que voilà, l'enfant peut faire facilement. Alors, dans la cour de récré, jusqu'en maternelle, on va dire jusqu'au CP, c'est à peu près socialement acceptable. Donc, un enfant tourne sur lui-même et voilà, ça fait partie d'un jeu pour les autres, donc voilà, ça passe. Arrivé à un certain moment, en CM2 par exemple, du coup, ça fait un peu rire les copains de voir un enfant qui tourne sur lui-même dans la cour. C'est plus un jeu de cet âge-là. Sauf que pour eux, c'est pas un jeu, c'est un besoin. Du coup, c'est là qu'il faut commencer à imaginer quelque chose qui serait socialement acceptable, mais qui fait vraiment partie de leurs besoins. Donc, il faut quand même prendre en considération. Et là, on imagine un système de pause, hein, par exemple, où l'enfant a le droit d'aller sur une chaise de bureau qui tourne comme celle-ci, et le laisser tourner sur le bureau, par exemple, à des heures fixes, ou alors quand il le demande, qu'il a besoin de cette pause de stimulation sensorielle. Après, ça dépend vraiment de la personne. Il y en a qui en ont besoin, par exemple, toutes les 10 minutes, il faut qu'ils tournent un peu. Ou j'ai vu des enfants, par exemple, entre chaque activité, ils ont besoin de se stimuler en secouant la tête. Donc là, il n'y a pas besoin d'avoir du matériel ou quoi que ce soit. Mais dans son déroulé de journée, effectivement, à chaque fois qu'on lui demande de se concentrer sur une activité, il faut le laisser toutes les 5 minutes faire sa pause ou même la notifier sur un séquentiel d'images avec la pause de secouage de tête, de façon à ce qu'il puisse revenir, se reconcentrer sur la tâche. Je ne sais pas si c'était ça vraiment la question, si j'ai répondu un petit peu. Il y a la notion de tout va trop vite, hein, là-dedans aussi. Donc, il y a l'idée qu'on parle trop vite, on donne trop d'informations, on fait, voilà, il faut parler moins vite. Il faut prendre le temps de tout expliquer, de prendre le temps de tout découper en séquences. Quand on donne une consigne, par exemple, va te laver les mains, assieds-toi à la table et sers-toi de l'entrée. Là, il y a 3 choses dedans, à des endroits différents, à des moments différents. C'est impossible qu'un enfant avec autisme ait intégré les 3, les garder en mémoire. Voilà, du coup, il vaut mieux lui dire, lave-toi les mains, on attend que ce soit fait, il y a une information, un lieu, il fait ce qu'il a à faire, puis va t'asseoir à telle table, deuxième consigne, il y va, puis sers-toi de l'entrée, et là, il va pouvoir se servir. Et c'est un peu... après, vous vous rendez compte que ça marche un peu avec beaucoup d'enfants. Il y a peu d'enfants qui arrivent à garder en mémoire de travail 3 indications, 3 consignes complètement différentes. Du coup, si vous habituez à faire ce genre de choses, à simplifier, on le fait en maternelle, hein, de manière assez intuitive,
En élémentaire, on a tendance à oublier qu'on donne beaucoup d'informations, ça part dans tous les sens. En plus, en général, on s'adresse à un groupe, alors que l'enfant avec autisme, il a vraiment besoin qu'on s'adresse qu'à lui pour se sentir concerné, pour se concentrer sur ce qu'on vient de lui dire. Et du coup, finalement, si on fait très attention, on se rend compte que ça sert pour d'autres enfants aussi. Quoi. Prendre des informations, ils vont regarder qu'une consigne sur les 3, etc. Voilà. C'est une habitude aussi un petit peu à prendre de ralentir, de bien morceler, merci. Je crois qu'il y a quelqu'un qui a compté le nombre de consignes pour qu'un enfant puisse se laver les dents, et je crois qu'il y a 32 consignes en fait pour un enfant autiste. Découper toutes les informations qu'il y a à faire. Donc c'est vrai que c'est important de découper et que ce soit très clair et très précis, et c'est vrai que ça servira aussi à tous les enfants. Alors, il y a 2 questions intéressantes. Alors, est-ce que c'est toujours le fait d'être hyposensible, par exemple, quand l'enfant fait ça, est-ce qu'on peut être sûr effectivement que c'est parce que le bruit le gêne ou parce qu'il ne veut pas vous écouter? Est-ce que vous êtes en train de lui demander quelque chose et qu'il ne veut pas le faire? Non, bien sûr, il y a les deux. Il y a l'hyposensibilité et l'hypersensibilité. Et puis, il y a le fait que, bien sûr, il peut avoir envie de couper pour vous ignorer. Ça peut être sa façon de dire je ne t'écoute pas, je n'ai pas envie. Voilà. En général, quand les enfants ne veulent pas faire quelque chose, c'est surtout parce que soit c'est trop difficile, ils n'ont pas compris. Par exemple, je reprends l'exemple de l'histoire des 3 consignes. Là, va te laver les mains, assieds-toi à la table et sers-toi de l'entrée. L'enfant peut faire ça. Ce n'est pas parce que vous avez parlé trop fort, hein, c'est parce que vous avez donné tellement d'informations qu'il ne sait pas. Et du coup, il coupe parce qu'il ne sait pas quoi en faire de votre information. C'est souvent ça, en fait. Donc, c'est vrai que ce n'est pas douloureux au sens physique, mais en même temps, c'est un tel fouillis, pour lui, c'est un tel flot d'informations qu'il n'a pas pu traiter que finalement, il ne sait pas quoi en faire et que peut-être qu'il va mettre ses mains sur les oreilles. Ce flot d'informations, on va en reparler pour la communication après, mais sensoriellement aussi, c'est très dur, parce que surtout dans une collectivité où il y en a sans arrêt. On n'arrête pas de leur donner des ordres du matin au soir. C'est un peu le principe à l'école, c'est de leur donner des consignes scolaires, donner des consignes de se ranger pour faire ci, enfin voilà, leur vie est organisée par les adultes qui leur donnent des consignes. C'est très très compliqué. J'ajouterais que plutôt que d'être sûr d'être dans l'échec, il vaut mieux ne plus écouter pour ne pas faire, parce que certains enfants savent qu'ils ne vont pas réussir, enfin sont convaincus qu'ils ne vont pas réussir. Il y a une question sur certains se tapent la tête ou se mordent, comment laisser cela pour qu'ils s'expriment en tenant compte de la dangerosité. Pour moi, il y a 2 choses. Un enfant qui se met en danger, de toute façon, il faut le protéger. Il faut le protéger de lui-même, ça c'est une certitude. Après, s'il se mord, évidemment que c'est à éviter, mais il ne faudrait pas non plus que ça dévie sur autre chose d'encore plus douloureux. Du coup, on va revoir ça après avec peut-être le protocole justement de gestion de comportement et jusqu'où on va dans les adaptations et à quel moment on se dit là, il y a une protection d'urgence. On en reparle à la fin du diapo. Alors, est-ce que je vais pouvoir avoir le lien sur cette vidéo? Je vais essayer. Donc, ce sont des vidéos qui sont sur un site qui s'appelle 2 minutes pour. C'est 2 minutes pour l'autisme. Je prends en tout le titre entier. Il y a énormément de vidéos qui ne durent que 2 minutes et sur plein de sujets différents. Donc, j'ai pris celle-là, par exemple, sur comment préparer une sortie dans un lieu bruyant. Voilà. Ça, en fait, c'est pour les familles, en priorité, ces vidéos, mais c'est aussi pour tous les accompagnateurs qui proposent des choses. Alors, ce n'est pas la mieux, j'avoue, mais le sujet était intéressant pour nous aujourd'hui, mais ce n'est pas la vidéo la plus réalisée. Mais vous allez voir, le principe est chouette avec à la fin un petit peu un résumé des choses qu'on doit faire. Comme beaucoup d'enfants autistes, Amy est très sensible au bruit depuis qu'elle est petite. Dans un endroit bruyant, elle est vite stressée. Elle peut pleurer ou s'agiter. Au début, on avait tendance à éviter les lieux bruyants. Mais Lucie, sa psychologue, nous a guidés pour que ces sorties se passent mieux. On a commencé par emmener Amy dans des endroits très fréquentés normalement, à des heures plus creuses pour qu'elle puisse les apprécier.
à l'ouverture de la galerie marchande par exemple, ou dans les couloirs de l'école à l'heure du déjeuner. Avant de partir, on montre à Amy une image de l'endroit où l'on va et à côté, on met un symbole pour la prévenir du niveau de bruit qui l'attend. Ça lui permet d'anticiper, d'être moins stressée. L'école reste un endroit très bruyant. Ses parents me prêtent le casque anti-bruit ou des petits bouchons d'oreille pour la soulager parfois. On lui permet aussi de se mettre au calme, de s'isoler un peu avec un adulte quand on voit qu'elle ne supporte pas le niveau sonore. Pour aider Amy à supporter les bruits de l'école, quelques mois avant sa rentrée, nous l'avons désensibilisée en lui faisant écouter des bruits similaires en même temps qu'elle faisait une activité plaisante à la maison. Elle s'est bien habituée aux bruits de récréation, par exemple. C'est encore difficile car on ne peut pas anticiper tous les bruits. Alors, nous décodons les bruits avec elle pour la rassurer. Oui, Amy, on entend un gros camion. Il fait beaucoup de bruit. Et dans ces moments bruyants, on lui propose des activités qui l'amusent pour l'aider à se focaliser sur autre chose, comme regarder les feux changer de couleur ou la faire sauter entre nous deux. Pour préparer Amy à une sortie dans un lieu bruyant, on peut la prévenir de la sortie avec un planning visuel pour lui permettre d'anticiper, l'entraîner à porter un casque anti-bruit ou des bouchons d'oreille et lui proposer si nécessaire. Quand on arrive dans un environnement bruyant, commenter ce que l'on entend, décoder les bruits avec l'enfant. Permettre à l'enfant de s'isoler un peu. Quand l'enfant est très sensible au bruit, augmenter le temps de sortie petit à petit. Et penser à le féliciter régulièrement. On peut aussi lui donner un jouet qu'il aime pour le récompenser de ses efforts. Pour certains enfants hypersensibles, écouter des bruits d'extérieur lors d'une activité plaisante à la maison peut permettre de l'habituer plus vite. Voilà, toutes ces vidéos sont faites de la même manière, donc une petite explication, des illustrations, et à la fin, vous avez les petits post-it qui résument bien la situation. Alors, l'intérêt dans celle-là, c'est que vous avez absolument tout ce qui est à mettre en place avec un enfant avec autisme, c'est-à-dire le prévenir, anticiper la sortie, par exemple, ou anticiper une activité de centre de loisirs, anticiper ce qui va se passer, et avec quelque chose de visuel, donc le planning visuel, l'emploi du temps visuel de l'enfant, c'est vraiment un outil qui est presque indispensable. Le désensibiliser, on va dire, donc ça, c'est plutôt l'habituer, par exemple, si vous allez, si le vendredi, par exemple, il y a du poisson à la cantine, peut-être voilà, le prévenir que sur son emploi du temps visuel, attention, aujourd'hui, c'est le jour du poisson. Donc, à force, il va savoir que ce jour-là, voilà, au moment où il va entrer dans la cantine, il va être submergé par cette odeur. Mais le fait d'être prévenu et le fait d'avoir ritualisé ce moment où il y aura du poisson, ça va l'aider. Il y a aussi des outils d'adaptation, comme le casque anti-bruit. On peut aussi, pour l'odeur, par exemple, donc continuer sur cette odeur de poisson, ça peut être un mouchoir que l'enfant se met sur le nez, juste le temps d'entrer pour que l'odeur arrive doucement et que ça n'arrive pas comme ça une seule fois dans son... Le fait de bien expliciter ce qui se passe, parce qu'ils ont du mal à décoder l'environnement. Du coup, là aussi, dire, ben voilà, ça sent pas bon, t'inquiète pas, c'est du poisson, ça se mange, c'est pas toxique. Voilà, les enfants avec autisme, ils se font souvent des a priori sur les choses, comme c'est très violent, du coup, c'est un côté dangereux pour eux. Souvent, il y a des enfants qui ne mangent pas certaines choses parce que pour eux, c'est comme s'ils allaient s'intoxiquer, vraiment, ils allaient en mourir, quoi. Ça va très très loin, c'est très fort. Donc, plus on explicite les choses, comme dans la vidéo, là, la maman qui dit t'inquiète pas, c'est un camion qui passe, ça fait du bruit, ça va s'arrêter, etc. T'inquiète pas, c'est l'odeur du poisson, c'est pas toxique et tu vas t'habituer, tu vas moins le sentir dans quelques minutes, etc. Le permettre de s'extraire de la situation. Si vraiment c'est trop difficile à avoir toujours une idée de on peut t'extraire, c'est pas punir. Tu supportes plus la cantine, et ben, si vraiment au bout de 10 minutes l'odeur de poisson, au bord de la crise, l'enfant peut aller manger dans une autre pièce et évidemment pas manger de poisson. Voilà, c'est cette idée un peu de pouvoir permettre de s'extraire de la situation qui est insupportable. De s'habituer petit à petit, peut-être pas tout faire d'un seul coup, donc peut-être que le premier jour de cantine, il ira 5 minutes le jour où il y a du poisson, que la fois d'après, il pourra manger 10 minutes, la fois d'après 15, etc. Peut-être que même qu'un jour, il mangera du poisson, on ne sait pas.
Mais voilà, cette idée d'y aller pas à pas, doucement, de rien forcer, de ne pas aller par la force. Voilà. Et puis, penser à féliciter régulièrement, ça marche pour tout aussi. On peut vraiment garder ça en tête. Dès qu'il y a quelque chose de positif, hein, même si c'est tout petit, dire mais c'est génial, tu es resté 5 minutes alors que ça sent le poisson et que tu as horreur de ça, c'est génial, bravo, etc. Il ne faut vraiment pas hésiter à en faire des kilos. Oui, Voilà. mais peut-être d'insister sur le côté progressif et de persévérer dans ce qu'on essaye de mettre en place et d'essayer de rester objectif en se disant que même un petit progrès est un progrès et que demain sera encore un peu mieux qu'aujourd'hui et voilà, de vraiment persévérer dans ce qu'on essaye de mettre en place et que l'enfant va s'adapter à plein de choses si on lui laisse le temps et si on y met les moyens. Je reviendrai un commentaire sur l'ordinateur Oui. très intéressant. Il y a un manque crucial d'animateurs pour encadrer et accompagner les enfants. C'est sûr que là, on parle que de l'accompagnement individuel, sauf que finalement, ce qu'on disait tout à l'heure, par exemple, de donner des consignes une par une et de faire attention, profite à tout le monde. Segmenter, ça profite à tous les enfants. Donc, il y a quand même des choses sur l'environnement, créer un environnement qui soit inclusif, comme on dit maintenant. C'est ça, en fait. C'est-à-dire que tout le monde peut s'y retrouver. Et peut-être que, voilà, si vous créez un espace, par exemple, de repli sensoriel dans le préau de l'école, il va servir sur le périscolaire, mais il va servir pour l'école aussi. Voilà, je ne sais pas s'il y a la rêve qui travaille à l'école élémentaire Fagon dans le 13e, mais voilà, il y a une salle sensorielle. Cette salle, elle est utile à tous les moments et ça a été pensé un peu pour les enfants de l'Ulysse TFC de cette école, mais bien entendu, il y a plein d'enfants, par exemple, qui ont même, je sais pas, une grosse crise de frustration dans l'école et qui ne sont pas du tout handicapés et qui ont envie d'aller dans cette salle à un moment donné pour se ressourcer sur le temps du midi, par exemple. Voilà, en fait, ce qu'on met, l'autisme, quelque part, c'est un peu le maximum d'adaptation qui peuvent servir à tous. Après, il reste effectivement des adaptations individuelles. Et là, il faut vraiment s'informer auprès de l'enseignant, de la ESH, des parents, sur tout ce qui est mis en place à la maison, dans la classe, enfin, peu importe, et de pouvoir s'en saisir, que vous n'ayez pas à fabriquer des choses, mais que vous ayez juste à les mettre en place, quoi, que ce soit à proximité de cet enfant. Après, je lis le fait de reconduire les postes à l'année, si je comprends bien la question, mais les postes sont généralement ouverts à la rentrée pour l'année quand les enfants sont là et ils peuvent être demandés bien avant l'été, auprès de votre circonscription. Apparemment, il y a aussi le problème du personnel, mais je crois que le problème du personnel, ce n'est pas uniquement pour les postes renforts, c'est pour les postes d'animateurs en général. Et on sait bien que tous les animateurs ne peuvent pas être remplacés quand il y a des absences. Et concernant un seul poste pour 6 enfants, tout dépend des problématiques que vous rencontrez sur le terrain et de ce que vous avez mis en place. Ce n'est pas parce qu'il y a 6 enfants qu'il y a 6 difficultés. Ça peut être très différent les uns des autres, mais ils peuvent aussi être complètement inclus dans des groupes ou que les difficultés ne soient pas au même moment. Enfin, il y a plein de situations différentes. D'où la raison, enfin, c'est pour laquelle il y a un tableau, il existe ce tableau où on argumente et où on explique ce qu'on met en place, tout en ayant des pistes de pédagogie. Et alors, en fait, cette formation, cette sensibilisation là qu'on est en train de faire, ça va un petit peu plus loin que de vous sensibiliser, c'est-à-dire qu'on compte un peu sur vous après pour réussir à transmettre des choses aux animateurs, parce que effectivement, c'est assez difficile de rassembler tous les animateurs de l'Académie de Paris, de la DASCO, pour leur faire la sensibilisation. Donc, du coup, vous êtes un peu le relais de l'information sur l'autisme. Donc voilà, j'avais fait 2 photos justement dans le préau de l'école à Fagon. Voilà, donc l'ancêtre de ces espaces sensoriels, ça s'appelle Snowzellen. C'est l'idée, voilà, c'est soit parce qu'on a besoin d'être au calme, soit au contraire parce qu'on a besoin de stimulation. Donc on retrouve un peu les deux dedans, avec tous les sens qu'on a vus tout à l'heure. On peut tourner, sauter. En général, il y a un trampoline. Là, il n'y en a pas, mais il peut y avoir un trampoline. Et il y a une espèce de pouf là, dans lequel on peut se mettre carrément dedans, on peut, comme dans un œuf, voilà, se faire disparaître, se faire complètement manger par le coussin. Voilà. Normalement, il doit y avoir les deux. Il doit y avoir
les deux côtés, où on peut être très calmé ou alors on peut être très stimulé sur tous les sens qu'on a vu tout à l'heure. Après, j'ai mis un lien sur le blog UpToys. C'est un blog où il y a pas mal d'idées et où on a pas mal de choses qu'on peut imprimer et puis du matériel à fabriquer soi-même pour faire juste un coin sensoriel dans une salle si on n'a pas la chance d'avoir carrément une salle sensorielle dans l'école. Et ça peut être vraiment co-construit entre le rêve et le directeur de l'école qui peut faire vraiment un endroit qui sert tout le temps. On ne va pas faire deux endroits différents dans l'école. Et ça peut servir vraiment à tous les enfants. Donc là, j'ai fait juste une capture d'écran du catalogue idéal. L'année dernière, on a commencé un travail d'identification du matériel pour le matériel, les articles qui peuvent être utilisés soit pour les enfants qui ont des difficultés, soit pour créer des salles sensorielles. Donc, on a commencé sur 3 fournisseurs et ce travail devrait continuer cette année pour créer des repères, donc des flags sur ces articles. Voilà. En fait, j'ai trouvé la page en mettant en tag Bulzen. Dans Bulzen, du coup, ça va directement à tous les articles qui concernent l'espace sensoriel, voilà, qui a été appelé Bulzen sur le matériel idéal. Alors, on va faire une pause question, parce qu'il y en a d'autres des questions. Oui, il y a plein de questions. Donc, concernant... alors, attendez. Alors, nous, s'il s'agit de Camille et moi, effectivement, on ne peut pas faire des visites sur tout Paris. Mais par contre, vos circonscriptions ont des relais pour aller vous voir. Je ne sais pas sur quelle circonscription vous êtes, mais il y a du personnel ressources dans les circonscriptions et il y a un réseau qui se développe justement pour avoir des relais de proximité. Et pour les animateurs qui sont nommés que fin septembre, tout dépend quand est-ce que votre demande a été transmise à la circonscription. C'est les circonscriptions qui ouvrent les postes. Il y a une question intéressante sur comment permettre une meilleure anticipation de ce que l'enfant peut supporter et tout ça, malgré les informations transmises par la famille. Déjà, je vous rappelle que vous êtes plus que conviés, vous faites partie de l'équipe éducative qui doit être conviée une fois par an pour les enfants avec un dossier MDPH, pour les enfants handicapés. Il y a une réunion d'équipe de suivi de scolarisation, ESS, ça s'appelle, à laquelle toute l'équipe éducative doit être, et la famille, et il peut y avoir les paramédicaux à cette réunion. Du coup, il peut y avoir l'ergothérapeute, par exemple, la psychomotricienne, etc., qui viennent et donc qui disent, là, il faut absolument mettre telle chose en place, c'est important, ou ça ne marche pas, ça marche, etc. Voilà. Et du coup, c'est à cette réunion-là, c'est l'endroit où on écrit le GEVASCO, c'est-à-dire où on écrit justement ce dont l'enfant a besoin. C'est à cette réunion-là que vous soyez absolument. Donc, je pense que malheureusement, tous les directeurs d'école n'ont pas encore le réflexe d'inviter systématiquement le rêve à l'ESS, mais il faut vraiment que ça se fasse. Peut-être que vous soyez vigilants en disant, dites donc, c'est quand l'ESS, alors vous n'allez peut-être pas pouvoir aller à l'ESS de tous les enfants avec un PPS dans l'école, mais peut-être ceux justement pour qui c'est plus difficile, pour qui vous avez besoin de mettre du matériel en place. Enfin, voilà, vous sentez que vous manquez de billes, c'est peut-être le moment d'y être. Après, le GEVASCO, c'est le document qu'on remplit lors de cette réunion. Il appartient à la famille, il est transmis à la MDPH. Toutes les personnes qui étaient présentes à cette réunion ont accès au GEVASCO et celles qui n'y étaient pas, en fait, doivent demander à la famille d'avoir le GEVASCO. Donc, vous pouvez très bien demander aussi à la famille ce fameux document GEVASCO dans lequel, normalement, on notifie un peu les besoins de l'enfant et si on en a des pistes d'adaptation. C'est comme dans les PAP. Le PAP est même encore plus fourni en pistes d'adaptation pour l'enfant. J'allais dire autre chose. On parlera des ESS tout à l'heure aussi, avec la NDPA. On en reparle tout à l'heure, je suis allée trop loin. De toute façon, toutes les adaptations que vous pouvez mettre en place, même si l'enfant, vous ne le connaissez pas, mais s'il y a une réflexion avant, pour les enfants avec autisme et comme pour tous les autres, du moment, réfléchir à faire baisser le bruit, à morceler la journée, à avoir des repères pour le planning, pour dire où sont les toilettes, ou les lieux de rassemblement, etc., ça peut toujours être mis en place, ça servira à tous les autres enfants.
Et je pensais malheureusement, par exemple, il y a une école maternelle dont je ne citerai pas le nom, mais qui là accueille une petite fille autiste de 3 ans, donc en petite section de maternelle. Donc il y a des temps de sieste qui sont des moments très compliqués pour un enfant avec autisme. Et du coup, souvent ils vont à la sieste un peu à cheval sur le temps du périscolaire et sur le temps scolaire. Donc c'est une école où déjà on interdit la tétine aux enfants de 3 ans. Bon, déjà, dépasse complètement, mais bon. Et cette petite fille, elle a vraiment besoin de succion. Vous allez voir, là, on va parler de déglutition et de besoins sensoriels d'un point de vue mastication, ce qui se passe dans la bouche. Et cette petite fille n'est pas propre, parce que c'est très compliqué pour eux de ressentir le moment où ils ont envie de faire pipi et même de ressentir le pipi. Bon, il y en a pour qui il n'y a pas de problème, mais il y a une grosse majorité qui sont propres tardivement. Voilà. Et cette petite fille, elle n'a pas sa couche au moment du 11h30 et 13h30, donc forcément, elle n'est pas propre, donc urine sur elle. Pour moi, je vais être direct, mais pour moi, c'est de la maltraitance en fait. On ne peut pas laisser un enfant sans couche qui n'est pas propre et on ne peut pas laisser un enfant avec un besoin de mastication et de succion sans tétine pour faire la sieste. Alors du coup, imaginez l'état de cet enfant quand la sieste, le moment de sieste est terminé, elle est restée 1 heure dans son pipi, 2 heures mouillée, elle n'a pas pu dormir, et après, elle a pu l'appliquer l'après-midi, elle ne fait aucune non plus, je suis dessus et si je n'ai pas eu mon quota de sommeil. Voilà. Il y a un souci de réseau, je ne sais pas si ça... le son coupe, effectivement, c'est mon réseau Internet. Et ça commence. Peut-être que quelqu'un d'autre s'est connecté et que du coup, ça... Ton PowerPoint n'est pas juste. On vous entend. Ah, si, on m'entend. Bon. Je continue comme ça et vous dites sur le chat si vraiment il y a un problème. Ça a juste coupé quelques secondes. Alors, c'est peut-être quand quelqu'un s'est connecté dans les locaux, ça a peut-être quelques secondes de... Merci beaucoup. Donc, je passe aux troubles de l'oralité et aux fonctions exécutives. C'est 2 choses qui n'ont rien à voir, mais qui vous concernent pour le repas. Donc, je les ai mis ensemble. Donc, le trouble de l'oralité, vous avez compris l'idée, c'est tout ce qui concerne la bouche. Donc, ça commence tout bébé. Donc, toujours dans l'idée de sensoriel, ce sont des enfants qui ont un traitement de l'information de ce qui se passe dans leur bouche qui est très, très particulier. Donc, par exemple, il y en a qui ne supportent pas certaines textures. Il y en a qui ne supportent pas le chaud, d'autres pas le froid, d'autres qui ont besoin de mordre, par exemple, très fort des objets. Alors, c'est pas parce qu'ils ont les dents qui poussent, pas comme les bébés, voilà, c'est vraiment parce qu'il y a un moment donné où ils ne sentent plus ce qui se passe dans la bouche et du coup, ils stimulent l'intérieur. Pour la même idée, il y en a qui ont beaucoup de mal à déglutir parce qu'ils ne sentent pas bien la salive qui passe dans la bouche, etc. Il y en a qui me parlent de couleurs, mais alors là, du coup, c'est plus dans l'oralité, mais du coup, ça touche l'alimentation. Effectivement, il y a la sélection des couleurs, et ça, c'est souvent parce qu'ils ont l'impression que ça ne se mange pas, quoi. Il y avait un petit garçon qui ne mangeait absolument pas ce qui était blanc, donc pas de yaourt, pas de purée, pas, voilà, tout ce qui était un peu pâle, beige ou blanc, il ne mangeait pas, et il fallait rajouter de la couleur. Parce que pour lui, on ne sait pas pourquoi, à un moment donné, il avait associé ce qui n'avait pas de couleur avec quelque chose qui ne se mange pas, quoi. Et donc, on n'allait pas lui forcer à manger quelque chose pour lui, c'était toxique. Donc, on rajoutait à la cantine, on avait dans le frigo un peu de ketchup pour mettre dans la purée pour faire un peu rouge, un peu de confiture dans le yaourt pour faire du rouge aussi. Voilà. On rajoutait un peu de couleur, c'est ça qu'ils mangeaient. Il y a aussi quelquefois le besoin d'identifier absolument ce qu'ils mangent. Et donc, le mélange de certains aliments font qu'ils ne peuvent pas les consommer parce qu'ils n'arrivent pas à identifier la viande, les pâtes, la sauce, etc. Ça. Donc oui, les colorants fonctionnent, je voudrais vous marquer effectivement, quand c'est un problème de couleur, bien sûr. Il y a souvent aussi, effectivement, ce que vient de dire Anne, c'est exactement ça. Souvent, ils trient dans l'assiette, parce qu'il faut que ce soit bien clair, quoi. Voilà, il faut que chaque aliment a un goût. On ne va pas commencer à tout mélanger. Moi, j'ai vu beaucoup d'enfants qui trient les jardinières de légumes, par exemple. Donc, ça prend du temps, mais il faut accepter qu'effectivement, si on veut qu'ils mangent la jardinière de légumes, il faut séparer les petits pois, les carottes et je sais pas ce qu'il y a dans la jardinière. Parfois. Voilà.
faut accepter qu'ils ne peuvent pas tout manger, mélanger dans l'assiette. Et puis, il y en a pour qui ça ne posera aucun problème. Voilà, il ne faut pas généraliser, mais c'est une problématique qui revient assez souvent, ce trouble de l'oralité. Et le trouble de l'oralité, ça va aller aussi avec l'articulation, le fait de parler, etc. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui se joue autour des praxis bucco-faciales, d'articuler et du coup de mâcher et de mettre des morceaux dans la bouche. Donc là, voilà, ça arrive vers le repas. Les fonctions exécutives, c'est vraiment tout ce qui est enchaîner un mouvement. Par exemple, vous avez appris à faire vos lacets. C'est un enchaînement complexe de différents mouvements qui se font dans un bon ordre et qui font qu'à l'arrivée, vous avez un lacet fermé et joli. Typiquement, quand on a les problèmes de fonction exécutive, on ne fait pas ces lacets. On en a même des difficultés qui peuvent être d'emmener sa cuillère dans l'assiette, de la remplir et de l'emmener jusqu'à la bouche. Voilà. Pour eux, c'est aussi complexe que de faire les lacets. Du coup, ça peut venir de l'appréhension vraiment de l'outil, de la cuillère. C'est des enfants qui vont manger tardivement avec des cuillères et pas avec des fourchettes. C'est des enfants par qui on va passer d'abord avec l'alimentation avec les doigts. Donc, même en maternelle, on se dit, oh là là, c'est pas possible de manger avec les doigts. Bah oui, mais au moins, ils mangent et au moins, voilà, on travaille sur autre chose. Peut-être qu'on travaille sur la jardinière de légumes, mais ils mangent avec les doigts. Voilà. C'est difficile de travailler les deux, le trouble de l'oralité et de la fonction exécutive en même temps. Et du coup, effectivement, là encore, il y a des adaptations à mettre en place. Il y a plein d'outils. Les parents, souvent, ils ont des assiettes avec des rebords antidérapants, des rebords qui sont relevés un peu comme des assiettes creuses, des cuillères adaptées. Enfin, voilà, il y a plein de choses qui se font. Des calvaires, en fait, on met le verre dans un reposoir qui fait que le verre ne va pas tomber à chaque fois, etc. Alors, oui. Il y a des questions? Une question qui est passée sur la formation des animateurs, je reviens dessus parce qu'on la voit plus affichée. Pour que les animateurs aient une formation à l'autisme et que c'est trop court, oui, c'est toujours trop court, mais de toute façon, il y a aussi d'autres formations au catalogue, et c'est vrai que l'idée, c'est que vous fassiez le relais auprès de vos équipes. C'est un début. Et un enfant qui ne mâche pas les aliments, il appelle directement, est-ce que c'est de l'autisme? Je pense que ça ne se diagnostique pas uniquement sur ce paramètre-là, mais il y a effectivement, on en parle après, des paramètres de sensation de faim ou pas, de mâcher ou pas, qui peuvent faire partie de l'autisme, mais cette information-là toute seule, c'est un peu difficile. Enfin, de toute façon, il faut des diagnostics par des spécialistes. C'est ça. Mais de toute façon, un enfant qui ne mâche pas, du coup, vous, en tant qu'animateur, l'idée, c'est vous n'allez pas avoir le temps en individuel d'aller travailler justement sur la mastication. C'est une orthophoniste qui s'occupe de l'oralité. Et du coup, plutôt dire à la famille, bah, c'est embêtant, il ne mange pas de morceaux. Donc vous protégez en lui donnant pas de morceaux à mâcher pour pas qu'il s'étrangle. Et c'est tout ce que vous pouvez faire finalement. Et de conseiller à la famille d'aller voir une orthophoniste pour travailler la mastication. Et ça peut être un trouble de l'oralité tout seul, ça peut être pour les enfants qui ont des troubles sévères du langage, souvent ça vient de ce problématique d'oralité avec l'impossibilité de mâcher les mots. On peut demander aussi à la famille d'amener des repas mixés dans un premier temps. Exactement, voilà. Il faut vraiment voir. Alors, il y a pas mal d'écoles où il y a une demande de PAI pour amener le repas de la maison à l'école. Le médecin scolaire, il peut vraiment faire un PAI en disant, voilà, l'enfant ne peut pas mâcher, il faut du mixer, c'est pas à la cantine, ils ne vont pas s'amuser à mixer, à changer, enfin voilà, ils ne vont pas faire un repas adapté à chaque enfant, donc effectivement, c'est quand même plus simple que ce soit la famille qui emmène le repas. Si l'objectif, c'est qu'il mange avec les autres, par exemple. Voilà, il aura atteint l'objectif, mais il n'aura pas mangé le repas de la cantine pour l'instant, en attendant qu'effectivement soit travaillé le fait de chez. Donc, dans la cantine, revient le problème du bruit, d'être submergé par ce qui l'entoure. La cantine, en général, c'est très bruyant. Du coup, il risque de se lever. J'ai vu une question là-dessus. En fait, le fait qu'il s'enfuit du réfectoire et qu'il ne veuille pas manger et pas boire, ça peut être lié au réfectoire lui-même, au lieu qui est trop bruyant, où il y a trop d'enfants. Du coup, là, ça vaut peut-être le coup d'essayer, par exemple, de le faire entrer à une heure différée dans le réfectoire pour voir s'il va manger tout seul dans le réfectoire. Et là, vous serez fixé, c'est parce qu'il y a trop de bruit, trop de monde ou trop de quelque chose. Et après, d'aller chercher comment en faire pour que ça aille mieux. Le casque anti-bruit ou être un peu isolé à une table, etc. etc. Peut-être qu'il a aussi attendu trop longtemps devant le self.
C'est qui ça. s'est déjà impatienté, alors peut-être qu'il faut le faire rentrer en dernier ou en premier, et qu'il ait limité le temps de présence dans la cantine Ça. aussi. Mais un enfant qui s'échappe d'un endroit, c'est que voilà, ou la chose qu'on lui demande de faire, donc ça se trouve, il n'a pas de sensation de satiété, ou alors la nourriture qu'on lui propose, pardon, est complètement, c'est insupportable pour lui. En tous les cas, s'il s'échappe, c'est qu'il y a un problème. C'est pas juste pour vous embêter de s'échapper c'est pas pour jouer, quoi. C'est pas pour rigoler et vous faire courir derrière. Alors, j'ai vu, on l'a isolé, ça change rien, c'est ça? J'ai juste vu, moi je vois des pop-up qui s'affichent, j'essaie d'attraper. Oui, puis moi j'ai un enfant refuse d'aller aux toilettes, il ne supporte pas que quelque chose sorte de son corps, il a tendance à faire plutôt sur lui. Voilà, du coup, il y a des choses que vous pouvez aménager et adapter vous-même, en fait, où c'est possible. Et puis, il y a des choses sur lesquelles vous pouvez juste le dire aux familles et voir ce que vous pouvez mettre en place pour que ce soit vivable pour l'enfant et pour la collectivité, mais sur lesquelles vous ne pourrez pas vraiment agir parce que c'est un travail de fond et parce que l'école n'est pas forcément adaptée et on ne peut pas forcément. Voilà, on n'est pas en 1 pour 1 en permanence et donc s'occuper de certains soucis. Donc, dans les difficultés d'alimentation, on revient à la cantine. Il peut manger trop vite, il peut avoir tendance à tout ou trop doucement. Trop doucement, voilà, c'est différent pour ça. Donc des cas de rigidité alimentaire dont on parlait tout à l'heure, les couleurs, le fait que ce soit liquide, pas liquide, certaines textures qui passent pas, si c'est trop chaud, trop froid, etc. Le fait de ne pas gérer sa sensation de faim, donc s'il n'a pas faim, bon, bah, à la limite, vous, c'est pas trop grave, vous ne mangerez pas à midi, c'est embêtant pour l'enfant et la famille. Par contre, il y en a qui n'ont pas sensation de satiété, donc ils vont manger, manger, manger. Donc ceux-là, vous les repérez, ils piquent dans l'assiette de tous les autres, ça ne les dérange pas du tout, ils s'en fichent, ils ont faim. Donc et voilà, donc, déjà socialement, bah non, on ne mange pas dans l'assiette des copains, ça ne se fait pas, hein. Et puis il y a un moment donné où il va falloir les arrêter quand même s'ils ont assez mangé, parce qu'ils risquent de se rendre malades. Ça peut aller jusque-là. Et les troubles de l'appréhension et de la motricité fine, c'est ce que je vous disais tout à l'heure sur les fonctions exécutives, problématiques de cuillère, là il y a des outils à mettre en place. Il faut penser quand même, alors, aide d'un animateur, c'est le premier recours pour voir, pour comprendre, pour essayer de l'aider. Et puis après, il faut quand même penser à adaptation de façon à ce que l'animateur, la personne qui l'accompagne, puisse s'éloigner de plus en plus. Il faut penser autonomie toujours. Donc vous mettez des trucs en place, en urgence d'abord avec physiquement quelqu'un qui va l'aider à manger, parce qu'il faut qu'il mange, donc tant pis, quitte à lui donner à manger à la béquée. Ça, on fait ça une journée, le lendemain, on se dit, bon, qu'est-ce qu'on peut mettre en place, etc., jusqu'à ce qu'on voit la famille et puis comment l'enfant mange à la maison, par exemple. Il y a des choses aussi, il y a des sortes de rouleaux de caoutchouc qui peuvent se mettre sous l'assiette pour qu'elle ne glisse pas aussi, qui sont montrées en photo d'ailleurs. Des choses toutes simples pour justement qu'ils puissent gagner en autonomie. Voilà, donc je vous ai juste mis quelques petits exemples sur la slide. Là, à gauche, c'est un séquentiel de repas. Parce que des fois, voilà, le fait de ne pas anticiper ce qui va se passer, c'est anxiogène. Et même si ça se passe tous les jours, ça ne suffit pas. Ce sont des personnes qui sont très visuelles. Parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est qu'ils sont vite noyés par l'oral. C'est un peu comme si vous arriviez en Chine, vous ne parlez pas chinois. Vous allez forcément chercher des repères visuels pour comprendre la situation. Parce qu'on vous parle, on peut toujours vous parler 1 heure, on peut vous réexpliquer. De toute façon, vous ne parlez pas chinois, donc vous n'allez pas mieux comprendre. Donc, par contre, si on vous fait ce dessin-là, ah oui, d'accord, j'ai de l'eau et du pain, après, je vais manger l'entrée sur mes couverts, et puis il y aura un dessert, etc. C'est personnalisable, évidemment, là, c'est juste un modèle. Mais des fois, ça suffit pour que l'enfant il ait ça sur la table et se dise, OK, c'est bon, ça va se passer comme ça, tout va bien. Le fait qu'il y ait un set de table, par exemple, soit antidérapant, soit juste le fait que chaque chose ait sa place, ça peut suffire aussi à ce que l'enfant reste dans la cantine, par exemple. Parce que le fait qu'il y ait les couverts et qu'ils soient dispersés sur la table avec tous les copains, ça peut être hyper anxiogène que ce ne soit pas rangé. Si ça se trouve, il suffit juste de photocopier le set de table et hop, voilà. Et le set de table, il est encore sur le blog Home Toys. Hein. C'est vraiment une mine photocopier, d'outils à photocopier. Et puis dans le magasin Home Toys, donc là c'est à acheter, c'est différent, mais vous voyez, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est l'objet bleu, on met le verre dedans et ça permet de stabiliser le verre pour pas qu'il tombe. Le siège un peu moelleux, ça permet aux enfants qui sont un peu hyperactifs de se stabiliser parce qu'au contraire, ils vont. Je veux bien que tu me le passes, le gros siège marron. Il n'est pas vert. Il est marron.
Voilà, donc l'enfant s'assoit dessus, c'est mou, donc ça bouge, et donc ça stimule en permanence les vestibules. Voilà, ça fait comme ça tout le temps, ce qui est assez insupportable pour moi, par exemple. J'ai l'impression d'être sur un bateau et j'ai un peu la nausée. Voilà. Et lui, au contraire, le fait d'être en déséquilibre comme ça tout le temps, il va pouvoir se concentrer, par exemple, sur ce qu'il mange à la cantine. Voilà. Ça paraît peut-être pas très évident au premier abord quand on s'agite, on peut être concentré, mais pour eux, c'est comme ça que ça marche. Un sacré budget. Alors, il y a des outils qui sont dans le Idéal. catalogue, hein, sur Idéal. Et puis surtout, la famille, par exemple, chez lui, le casque anti-bruit, on ne va pas l'introduire à l'école. C'est quelque chose qu'il a déjà à la maison. C'est son casque anti-bruit à lui, il vient avec à l'école. Moi, j'ai vu quand même du matériel de cet ordre-là qui est accroché au porte-manteau de l'enfant quand les parents arrivent le matin. Les parents pensent que ça sert toute la journée sur le temps de cantine, dans la classe, blabla. En fait, ça reste au porte-manteau. Ils repartent le soir avec l'enfant et tout ce qu'il y a dans le sac. Et ça n'a jamais été ouvert de la journée. C'est un peu dommage, mais en fait, du matériel, il y en a quand même, quoi. Ça peut venir de la famille. En tous les cas, ils ont une allocation quand ils sont, en tous les cas, à l'MDPH, les enfants. C'est ce genre d'outils. Il y a une allocation pour les familles pour une prise en charge de ces outils. Et puis, en général, ils l'ont aussi plusieurs fois. Et en fait, c'est souvent un manque d'informations entre les différents partenaires qui s'occupent de l'enfant. Là, il y a une question qui est pour l'alimentaire, mais je pense qui est beaucoup plus large. C'est comment explique-t-on ces différences, les différences de comportement aux autres enfants, comme manger avec ses doigts? Mais je pense qu'en fait, il faut être sincère et déjà pas aller au-devant des questions du groupe d'enfants, mais attendre que d'autres enfants posent des questions s'ils s'étonnent de quelque chose. Et puis leur expliquer que pour lui, enfin, c'est sa manière à lui de manger et que pour l'instant, il ne peut pas faire autrement et que petit à petit, il mangera autrement. Mais je ne pense pas que toute la cantine que tous les enfants de la cantine vont se mettre à manger avec les doigts parce qu'il y a un enfant qui mange avec les doigts. Cette problématique, elle revient aussi, par exemple, on renforce souvent l'enfant avec de l'alimentaire. C'est quand même le premier truc qui marche. Alors, c'est ponctuel, hein, c'est au début. N'empêche que quand on ne sait pas faire autre chose et qu'on n'a que ça comme ressource au début, on peut y aller on peut donner des micro-morceaux de chips, des micro-morceaux de bonbons. Et les enseignants, tout de suite, poussent des hurlements en disant, ah oui, mais alors les autres, ils n'auront pas. Les enfants, surtout alors, à la maternelle, mais encore plus, plus à la maternelle, mais ça reste quand même heureusement en élémentaire, les enfants comprennent tout de suite qu'il y a une différence et de leur dire, bah, écoute, tu vois bien, il y a une différence et du coup, si on veut qu'il aille bien, il a besoin d'avoir ce bonbon, mais dès qu'il ira mieux, il n'en aura plus. Par exemple, ils le comprennent très bien. C'est vraiment l'adulte en fait qui se fait une montagne de ce que les enfants peuvent penser, quoi. Moi, je pense que sincèrement, les enfants, ils se disent, ok, il est spécial, donc il a un traitement spécial et ils trouvent ça normal. En fait, c'est ça qui est juste. C'est qu'on est tous différents et qu'on n'a pas les mêmes besoins et que de donner la même chose à tous, hein, c'est pas de la justice. C'est pas, voilà, c'est pas comme ça. Et les enfants petits en maternelle, en tous les cas, ils le verbalisent très bien. Puis, oui, ils peuvent comprendre que le temps d'activité soit plus court ou qu'il ait besoin de se reposer plus tôt, qu'il arrive plus tard dans l'activité, etc. Ça, ils le comprennent très bien, les enfants. Ah, pardon, c'est parti un peu plus vite. Alors là, je vais vous montrer, on va très lentement en fait, hein. Le temps défile et il est déjà 15h35 en fait, et on est très loin. Alors, l'UMA, c'est Unité d'enseignement maternel autisme. Il y en a 3 à Paris là, depuis septembre, dans 3 écoles maternelles. Donc, c'est un dispositif où il y a 7 adultes et 7 enfants. Donc, on est en 1 pour 1 tout le temps. Et les 4 éducateurs accompagnent les enfants à la cantine. Ça peut être aussi l'orthophoniste qui accompagne ou la psychomote, donc suivant ce dont je vous ai parlé tout à l'heure sur les problématiques de chaque enfant. Donc, évidemment, que je vous montre là, c'est du cousu humain, c'est du 1 pour 1, etc. Sachant que toutes ces classes, elles sont
avec un institut. Ah oui, oui, les éducateurs appartiennent à du médico-social, mais comme c'est dans les écoles, donc ça existe aussi en élémentaire, il y en a 4 à Paris, hein, des UEA, et puis il y a des Ulysse TSA aussi, il y en a 2 à Paris, des Ulysse TSA. Donc ce sont des gens qui encadrent, qui sont spécialisés dans l'autisme. Du coup, ça devient une ressource pour l'école, une ressource pour vous aussi. Je suis allée dans plusieurs Ulysse TFC, donc troubles des fonctions cognitives, où j'ai rencontré la rêve, qui est au top formé de l'autisme grâce à cette Ulysse qui est là, parce que dans les Ulysse TFC, il y a des enfants autistes, hein, ça c'est sûr. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir ces professionnels. Il y en a forcément un qui pourra avoir une idée, vous trouver un truc et vous aider à bosser avec l'enfant sur le temps du midi, quoi. Ce sont des ressources écoles, vraiment, au plus près. Et alors, les UMA et les UEA, en plus, il y a un budget assez conséquent de l'ARS qui fait qu'ils peuvent même vous fournir du matériel. Et si vous avez besoin d'emploi du temps plastifié, de matériel, voilà, eux, ils en ont plein. Et ils peuvent faire profiter toute l'école et le temps du périscolaire aussi, bien entendu. Donc voilà, ça c'est l'UMA de Surmelin, où j'étais enseignante pendant 4 ans. J'ai pris des petits bouts d'une vidéo de In Vivo, c'est France 5 qui est venu filmer différents moments dans la journée. Voilà. J'ai coupé un peu des petites vidéos et il y en a plusieurs dans le PowerPoint qui vont être faits sur ce temps-là. Donc là, c'est la cantine. C'est l'heure d'aller à la cantine en même temps que les autres classes. Un moment particulièrement compliqué pour certains, tant l'alimentation cristallise les troubles sensoriels des enfants autistes. Entre les couleurs, les textures et les saveurs des aliments, les enfants peuvent avoir beaucoup de blocages au moment des repas. Et c'est sans compter le bruit de la cantine scolaire. Sensoriellement, c'est beaucoup d'informations à gérer entre le fait de devoir manger, de devoir écouter tout ce qui se passe, les consignes qu'on lui donne. Et du coup, on filtre le bruit pour qu'il puisse se concentrer sur le fait de manger. À son arrivée, Well ne mangeait que des aliments panés. Il a fallu des mois de travail pour qu'il accepte enfin un repas de la cantine. Quand je suis arrivée, il mangeait avec 2 assiettes, une assiette de la cantine et une assiette avec un aliment qu'il aimait. Donc il fallait qu'il mange d'abord l'assiette des aliments de la cantine pour obtenir l'aliment qu'il aimait particulièrement. Donc depuis on a arrêté, et maintenant juste de voir l'aliment en fin de repas qui lui plaît suffit à le faire manger. On le laisse manger avec les doigts parce qu'il mange quelque chose de différent, c'est déjà très bien. Et après, on va rajouter le fait de manger avec la cuillère, voilà. Donc, mais pour le moment, c'est déjà un grand pas, hein, c'est un grand progrès. Voilà, donc bien entendu, là, ce sont des éducateurs, psychomotriciens, ils sont 1 pour 1, ils ont les enfants toute la journée, donc on arrive à des protocoles alimentaires très complexes et très personnalisés. Donc on ne peut pas arriver à ça comme ça. Mais n'empêche que voilà, c'était pour vous montrer un peu les difficultés qu'il pouvait y avoir avec des enfants d'âge maternel et ce qui avait été mis en place à ce moment-là. Donc, dans le langage et communication, il y a surtout le problème de communication, c'est-à-dire que dès tout petit, des bébés, vous voyez qui pointent avec les doigts pour demander que si vous avez eu des enfants, si vous vous rappelez même dès, je sais pas, 6 mois, on sait déjà ce qu'ils veulent, on sait s'ils ont mal, on sait si on se rend déjà compte de leurs demandes et de ce qu'ils veulent exprimer. Un enfant avec autisme, malheureusement, il n'est pas dans la communication. C'est des enfants, les familles, elles disent « Oh là là, il est super autonome ». Ah oui, parce qu'en fait, comme il ne demande pas, il va aller se servir dans le frigo, par exemple, pour manger, ou il va, voilà. Ils ne comprennent pas la fonction de la communication. Et du coup, ils mettent en place plein d'autres choses pour pouvoir se satisfaire eux-mêmes. Et puis, il y a des moments où ils ont envie de quelque chose, ils ne peuvent pas communiquer et du coup, effectivement, arrive une crise, par exemple, parce qu'ils sont très frustrés de ne pas pouvoir plus s'exprimer. Donc, le défaut de communication engendre souvent un retard de langage parce que comme ils ne s'exercent pas à répéter des mots, ils ne s'exercent pas à demander des choses, hein, du coup, ils ne s'expriment pas à l'oral. Et donc, c'est très fréquent qu'ils aient un retard de langage. Mais ce n'est pas le trouble, ce n'est pas le langage, c'est vraiment la communication. Donc voilà, en réception pour l'enfant, donc quand c'est vous qui parlez, il faut vraiment se dire que vaut mieux lui parler à lui tout seul, donc l'interpeller, se mettre devant lui, à son niveau visuel,
parce que souvent, quand on les appelle par leur prénom, ils ne font pas attention non plus. Il y a tellement de bruit qu'ils ne vont même pas repérer qu'il y a leur prénom au milieu du brouhaha. Du coup, vraiment se mettre en face pour leur dire attention, je vais te parler là, ce que je vais te dire, c'est important. Utiliser des phrases simples, ce qu'on disait tout à l'heure, une consigne à la fois. On lui dit assieds-toi, par exemple, et pas tiens, viens t'asseoir là avec moi sur la table, blablabla. Alors là, il n'y a plus d'informations, ils sont noyés. Du coup, c'est plutôt assieds-toi. Ça suffit largement, ça peut paraître un peu brusque, mais au moins l'information, elle est claire et n'est pas noyée dans les paroles. Il y a le problème du temps de latence aussi. Souvent, on a constaté qu'ils avaient 3 secondes pour que l'information soit traitée par le cerveau. Et 3 secondes, c'est très très long. Donc, quand vous lui dites assieds-toi, dans votre tête, vous pouvez presque compter 1, 2, 3. Et là, s'il ne passe pas à l'action, vous redites exactement la même chose. Assieds-toi. Si vous lui dites je viens de te demander de t'asseoir, vous venez de donner une deuxième consigne qui n'est pas la même que la première. Et donc, il est obligé de recommencer à traiter une nouvelle information comme si c'était une nouvelle consigne. On a tendance à reformuler pour qu'il comprenne mieux, mais en fait, lui, ça remet un peu le reset le compteur à zéro, et du coup, il faut recommencer. Voilà. Donc, essayez d'être vraiment le plus clair, le plus simple possible, et vous dire presque, enfin moi, j'avoue que je compte souvent jusqu'à 3 avant de relancer quelque chose. Et puis, si au bout de 2 fois, il n'a toujours pas compris la consigne, c'est qu'il n'a pas compris oralement ce que ça veut dire. Du coup, vous pouvez le guider ou lui montrer la chaise. Voilà, ça s'appelle des guidances. Donc, il y a des gestuels, il y a des physiques. Vous pouvez l'accompagner à s'asseoir vers la chaise, etc. Et puis, il y a surtout les supports visuels. Donc, que ce soit des pictogrammes, des dessins, des photos, des écrits, peu importe. Les consignes peuvent passer par du visuel et ça peut être aussi des signes. Donc, par exemple, le signe assieds-toi. Le fait de lier ou de montrer la chaise, par exemple, hein, c'est du gestuel, ça va appuyer votre parole. En fait, c'est ça qui va décoder. Si en chinois, on vous dit assieds-toi, on vous montre la chaise, vous ne comprenez pas le chinois et pourtant, vous allez vite comprendre qu'il faut vous asseoir sur une chaise. Toujours un peu cette idée. Vous pouvez presque vous dire qu'ils sont en langue étrangère, en fait, ces enfants, hein, que vraiment l'oral français débité à notre vitesse, pour eux, c'est vraiment du chinois. Je m'excuse s'il y a des rêves chinois qui parlent chinois. Ça me paraît tellement complexe le chinois que je trouve intéressant. Juste pour les phrases simples, c'est aussi d'éviter le second degré parce qu'il risque d'être compris au premier degré sinon. Voilà. Et puis, par exemple, des phrases un peu... avec des hypothèses. Comment, même plus simplement, par exemple, quand ils vous croisent et que vous voulez leur dire bonjour, de dire « Ah, salut mon petit gars, ça va ?» Alors déjà, salut mon petit gars, pour lui, le petit gars, il ne sait pas trop ce que c'est, ni surtout pas lui, c'est sûr qu'il ne peut pas s'identifier comme ça. Comment ça va? Question ouverte, s'il ne peut pas dire oui ou non, pas répondre. Ben voilà, c'est beaucoup trop compliqué. Et du coup, vous allez avoir l'impression qu'il ne vous dit jamais bonjour. Mais en fait, juste bonjour, ça suffit. Et souvent, même, vous dites bonjour Mohamed, et il répond bonjour Mohamed. Du coup, juste bonjour, ça suffit. Comme ça lui apprend qu'il faut répondre bonjour. Et il va apprendre comme ça. Sinon, il va répéter bonjour Mohamed à chaque fois que quelqu'un lui dit bonjour. Voilà, c'est vraiment simplifié au maximum. Donc ça, c'était pour que l'enfant reçoive réception. Et quand l'enfant émet de l'information, donc il a plusieurs façons de faire. Donc il y a des enfants qui sont verbaux, hein, qui parlent, mais souvent, ce n'est pas très fonctionnel. Hein. C'est-à-dire que moi, j'avais eu un élève en CP, il pouvait réciter tous les dessins animés entiers, des dessins animés de Walt Disney d'1h30, où il ne se trompait pas d'une phrase sur tout le dessin animé. Par contre, pour aller demander son manteau parce qu'il avait froid ou demander quelque chose de fonctionnel, de sortir pour aller faire pipi, là, ça devenait très compliqué pour lui. Voilà. Donc, c'est pas parce qu'il s'exprime à l'oral, pas parce que vous entendez de jolies phrases que c'est vraiment communicatif, quoi. C'est que c'est vraiment une fonction. Donc, pour lui, il a la possibilité de pointer. Alors, à chaque fois, c'est ou pour demander quelque chose ou pour commenter. Vous savez, comme les petits-enfants qui voient un avion dans le ciel et qui pointent, ils ne savent pas dire avion, mais en fait, ça veut dire « Regarde, maman, il y a l'avion. Regarde, papa, il y a l'avion qui passe dans le ciel. » Ça peut être un commentaire. Donc, ils peuvent apprendre à pointer. Ils peuvent utiliser des images, toujours pareil, pour demander ou commenter. Donc, ça, vous allez voir, je fais des systèmes avec images. Il peut faire des signes. Par exemple, pour montrer l'avion, il peut faire comme ça, il peut vous signer un truc, et là, vous comprenez qu'il vous parle de l'avion. Et puis après, en élémentaire, surtout, il y en a qui utilisent des synthèses vocales. Soit ils écrivent parce qu'ils savent lire et écrire, ce qui arrive quand ils ne savent pas encore parler.
ou alors c'est en pictogramme sur la tablette, ils font synthèse vocale et la phrase sort toute faite. Construite, mais ils ne l'oralisent pas. Voilà, donc par exemple, il y a toutes les banques de pictos que je vous ai mises au cas où dans l'école, il n'y ait pas encore banque de pictos sur les ordinateurs. Je vous ai mis un séquentiel qui sert de communication, hein, comment on se lave les mains. Au lieu d'avoir un adulte derrière qui lui dit tu ouvres le robinet, tu mets les mains sous l'eau, tu mets du savon, tu frottes, tu fermes, tu essuies à chaque fois. Le séquentiel de lavage des mains accroché dans les toilettes, ça sert à cet enfant, mais ça va servir à bien d'autres. En maternelle, en tous les cas, c'était flagrant, il y avait plein d'enfants qui s'en servaient. Voilà, c'est vraiment utile. Des consignes, là, je vous ai mis un exemple de porte-clés qu'on fait, c'est imprimé, plastifié sur des consignes, assieds-toi, interdit de crier, des consignes positives et des interdits. Et à droite, vous avez un emploi du temps visuel de l'UMA, avec des pictogrammes que vous pouvez trouver dans le centre CRAIF. Et puis les photos, et on peut tout mélanger. Ça peut être des photos avec des dessins, avec des pictogrammes, avec de l'écrit quand il est plus grand, etc. Mais du visuel. Voilà, tout ça, ça sert dans la communication. Une petite vidéo. Hop. La personne autiste peut avoir des difficultés à appréhender l'espace, le temps et les nouvelles situations. En décomposant les différents temps de la journée ou de la semaine, en mettant en place des repères visuels et temporels et en décrivant précisément les lieux et les situations à venir, on peut réduire ou éviter les sources de stress et amorcer un dialogue. Maintenez un climat de confiance et anticipez les changements pour apaiser les réactions de la personne face à l'environnement extérieur. Si la situation est claire et détaillée à l'avance, l'enfant ou l'adolescent aura moins d'anxiété le moment venu. Voilà, vous avez entendu, il y a encore l'idée d'anticiper, de bien prévoir, d'où l'emploi du temps visuel. C'est ce qu'on avait vu dans la vidéo 2 minutes pour se préparer une sortie. Il y a toute l'anticipation qui est vraiment très importante. Donc, toujours sur l'emploi du temps visuel et l'emploi du temps visuel et puis la communication avec des images et des signes. Il y a aussi, vous allez voir là dans ce petit morceau de vidéo, donc, qui est toujours sur l'UMA de l'école maternelle sur Melun, le contrat de jetons. Alors, le contrat de jetons, c'est fait pour motiver l'enfant sur une activité. Il y en a pas mal pour qui ça marche vraiment bien, c'est-à-dire que on lui met des jetons au fur et à mesure qu'il fait une activité qui ne lui plaît pas du tout. Et à la fin de cette activité, visuellement, il sait qu'il va avoir quelque chose de chouette à la fin. Voilà, qu'on appelle renforçateur, mais c'est le fait de savoir qu'à la fin de quelque chose de désagréable, il va avoir quelque chose d'agréable. Qui est un peu la même idée que l'emploi du temps visuel où il a une activité pas forcément plaisante, puis une activité plaisante, etc. Un enchaînement de garder la motivation et pouvoir anticiper ce qui va se passer. Les éducateurs ont créé des emplois du temps faits de pictogrammes. Chaque élève de la classe peut visualiser sa journée. Le regroupement, c'est fini. Et on va travailler. Mais avant de commencer, il y a toujours cette même question. Qu'est-ce que tu veux? La tablette? Ok. Je travaille pour la tablette. Super. Mohamed a sélectionné cette fois la tablette, mais cela aurait pu être un livre ou un puzzle. Ici, les enfants choisissent une récompense qu'ils auront à la fin de la séance s'ils ont bien travaillé. C'est ce qu'on appelle le renforçateur. Il faut trouver des subterfuges pour qu'ils soient motivés pour jouer. Et à long terme, bien sûr, on espère enlever les renforçateurs et qu'ils soient motivés soit par l'action en elle-même, soit par le travail, soit par des renforcements sociaux, des félicitations. Je veux un rond vert. Vert. Orange, il n'y en a pas. Regarde, c'est rouge. Rouge, super. Voilà, vous avez vu à la fin un système de classeur PEX. Donc Mohamed communiquait avec un classeur PEX. Et il mélangeait aussi, alors Mohamed c'est le champion de l'adaptation, donc il faisait des phrases complètes, vous avez vu avec sujet verbe complément sur sa bande phrase. Et aussi, à un moment, donc, il n'y avait pas orange dans mes propositions. Et lui, il adorait orange, donc il voulait des oranges. Donc, il a signé orange. Il a verbalisé un peu un truc, puis il a signé orange. Donc, du coup, j'ai pu lui dire, bah non, il n'y a pas de orange, je ne peux pas t'en donner. Et par contre, je lui ai proposé rouge. Et du coup, j'ai enchaîné en signe avec lui parce que, du coup,
Lui, il avait un peu les deux. Il prend tout ce qui est visuel, voilà, ils vont s'en saisir plus ou moins suivant les enfants. Et ça peut être un mélange de tout ce que vous avez à disposition, tout ce que vous avez dans votre bagage de connaissances et de matériel autour de vous peut servir, si c'est visuel, pour pouvoir être vraiment dans la communication avec ces enfants. Il y a Anne qui me fait remarquer qu'on est vraiment loin, loin, loin d'avoir fini et qu'on a plein de... Il est très tard. J'enchaîne. Pour les jeunes qui en ont besoin, il existe plusieurs modes d'échange alternatifs à la parole. Communiquer grâce à des images, des objets, à travers des signes ou des gestes, ou des systèmes de communication spécifiques. Le choix doit être adapté à la personne autiste et à sa famille, et une fois mis en place, il doit absolument être utilisé par tous les acteurs aidants auprès de l'enfant ou de l'adolescent. Parce que comprendre une question, l'intégrer et formuler une réponse peut prendre du temps. Il faut veiller à laisser à l'enfant ou l'adolescent un délai de compréhension et de réaction nécessaire. Soyez bref et concret lorsque vous lui parlez, et évitez les tournures de phrases imagées. Assurez-vous qu'il comprend bien ce que vous dites et n'hésitez pas à répéter ou à simplifier votre message. Bien s'exprimer, c'est aussi apprendre à bien décoder ce qu'expriment les autres. Mais l'enfant ou l'adolescent autiste a souvent du mal à interpréter correctement les émotions et les réactions de son entourage. Cela rend difficile l'apprentissage des codes sociaux comme la politesse ou les comportements en société. Apprendre à dire bonjour, merci, attendre son tour. Pour l'aider à progresser en communauté, vous pouvez utiliser les situations quotidiennes rencontrées à l'extérieur du domicile de manière ludique. Voilà, donc là, évidemment, il parle plutôt à un accompagnateur individuel. Mais voilà, ils redisent un peu ce qu'on a dit tout à l'heure, de parler avec des phrases courtes, des phrases qui impliquent plutôt des réponses par oui ou par non, de prendre le temps et surtout de mettre du visuel. Hein, tout ce qu'il y a de visuel peut fonctionner. J'ai vu aussi, toujours sur les fameux porte-manteaux de l'école, des classeurs PEX, la classeur de communication qu'on voit avec Mohamed dans la vidéo, qui restent accrochés au porte-manteau toute la journée. Ça veut dire que l'enfant ne peut pas s'exprimer de la journée. C'est comme si on vous coupait la langue à l'entrée de l'école et qu'on vous la recollait à la sortie. Il y a des enfants en général ont développé un mode de communication, même si la famille n'est pas allée aussi loin que d'avoir une orthophoniste qui développe le PEX. Les enfants, ils ont un mode de communication à la maison souvent. On se rend compte que finalement, ils ont mis en place des signes qui sont purement des signes familiaux. Donc, il y en a une dizaine, en général, ça ne va pas très loin, mais n'empêche que si l'école a connaissance de ces 10 signes, l'enfant, il va être tout de suite libéré. S'il a un signe pour aller aux toilettes, un signe pour dire qu'il a froid, faim et manger, ou le minimum voilà, de pouvoir s'exprimer, déjà, ça va résoudre pas mal de problèmes et ça va apporter vraiment du bien-être dans lui, sa journée de collectivité. Qu'est-ce que tu veux, Well? Vas-y, qu'est-ce que tu veux, mon grand? Well parle encore très peu. Alors pour se faire comprendre, il utilise ce classeur rouge. Tous les élèves de la classe en ont un et l'emmènent partout avec eux. Je veux la tablette. Je vais te chercher la tablette. Il a un classeur avec toutes les images qu'il connaît et il a cherché donc plutôt au jeu. Oh, pardon. C'était juste pour vous dire, avant qu'une personne s'en aille qui vient de mettre un message, la formation, là, elle est enregistrée, donc je ne sais pas si vous aurez accès après par le biais de WebEx ou par la DASCO. Et d'autre part, en fait, je vais réenregistrer un peu la même version, mais pour tous les animateurs et responsables de centres de loisirs, mais d'Île-de-France. Du coup, j'enlèverai tout ce qui fait partie d'Idéal, par exemple, voilà, tout ce qui est un peu spécifique aux rêves et à la DASCO. Et du coup, il sera en ligne sur notre plateforme de formation qui s'appelle IFLAP. Du coup, vous aurez le PDF en fait, de cette formation et tout à la fin, vous aurez les liens. Et ce sera aussi sur Intra-Paris. Voilà, du coup, effectivement, ça peut être intéressant de le voir avec les animateurs si vous avez du temps pour pouvoir regarder la vidéo. Merci Leslie pour l'adresse de IFLAP. C'est la plateforme de formation du CRAIF sur laquelle vous pouvez entrer en créant un mot de passe. Et du coup, après, vous avez accès à toutes les formations, entre autres, par exemple, qu'est-ce que l'autisme, et puis à venir, donc, comment mettre des adaptations en place sur le périscolaire.
Donc j'en étais à Wael, donc c'était juste pour vous montrer le PEX, mais comme on n'a pas beaucoup de temps, je vais passer donc sur le mode de communication avec des images. Les interactions sociales et le trouble du comportement, ça c'est une question qui est un peu taboue et dont on ne parle pas bien. C'est sur au moment où il y a des crises, hein, voilà, donc ça on arrive souvent, c'est là qu'on commence à en parler, quand on est arrivé trop loin. Mais avant qu'il y ait des crises, il y a déjà des troubles du comportement qu'on peut identifier et pour lesquels on peut agir et qui vont éviter d'arriver à la crise. Voilà. L'idée, c'est de ne pas arriver à la crise. Donc, il y a plusieurs choses. Il y a les cris, par exemple, qui font partie des troubles du comportement. Mordre, se mordre, mordre les autres, taper, voilà, ne pas respecter les règles de vie dans une école, ce sont déjà des troubles du comportement parce que c'est déjà quelque chose qui met en marge et qui dérange le reste du groupe. Du coup, il y a des lieux où les interactions sociales sont très compliquées et peuvent dégénérer en comportement. Donc, c'est la récréation. La récréation, c'est vraiment un lieu où l'enfant, il ne va pas savoir comment se placer. Les interactions, elles sont rapides, les interactions entre les enfants. Les jeux, c'est très implicite, en fait. Quand on regarde bien des enfants jouer, ils se mettent par deux, par trois, ils font un jeu, ils n'expliquent pas la règle. Enfin voilà, il n'y a rien du tout d'explicité. Donc un enfant avec autisme ne peut pas entrer tout seul dans un jeu d'autres enfants. Donc il y a une dimension où il faut vraiment bien expliquer aux autres enfants comment faire. Il faut vraiment leur dire, il faut que vous lui expliquiez la règle, il faut que vous lui demandiez s'il veut jouer, oui ou non, quel rôle il veut prendre, etc. Ça demande tout un temps. Il ne peut pas comme ça entrer dans un jeu comme les autres. D'une part. Et puis, d'autre part, être très vigilant au harcèlement dans la cour de récréation. C'est vraiment le lieu où les enfants avec autisme se font le plus bousculer et maltraiter, en quelque sorte, jusqu'au maltraitement. On se moque d'eux parce qu'ils sont tout seuls et en plus, souvent, ils sont en surcharge sensorielle, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc, c'est un lieu où ils se défendent encore moins parce qu'ils sont très, très mal à l'aise. La récréation, c'est le moment idéal pour rencontrer les autres enfants de l'école. Est-ce que tu as une craie? Tu veux bien dessiner avec Mohamed, hein? Tu lui fais un petit dessin, il va faire pareil. Regarde Mohamed. Hein. Regarde Mohamed ce qu'elle fait. Regarde, elle a fait un rond. Tu fais pareil, hein? Mohamed aime bien jouer avec d'autres enfants, mais il faut initier le jeu. Alors que d'autres enfants qui ont plus de facilité à entrer dans les jeux et à imiter. Tu demandes la orange? Super. Et toi, il te donne la verte. On est toujours au moins 3 ou 4 dans la cour de récréation pour les aider. Qu'est-ce que tu veux? Un autre dessin? Des boucles? Les aider à jouer parce qu'il faut aussi leur apprendre à jouer. Hein. Maël, lui, sait déjà jouer avec les autres, même s'il a encore besoin de quelques petits conseils. On essaie de travailler avec lui en récréation le fait qu'il interpelle les copains de manière adaptée. Donc on a beaucoup travaillé avec eux pour leur expliquer qu'ils pouvaient avoir du mal à exprimer le fait qu'il ait envie de jouer ou qu'il ait envie de leur tenir la main. Donc voilà, on leur donnait des petites pistes pour qu'eux-mêmes puissent lui dire bah, « Non, mais donne-nous la main » ou « Viens, on va courir ». Du coup, c'est vrai que maintenant, c'est plutôt sympa. Il peut le faire tout seul. Voilà, vous avez vu Mohamed, quand je fais les boucles dans la cour, en fait, voilà, il voulait que je fasse un dessin et du coup il flappe. C'est aussi, donc là, c'est pas parce que sensoriellement il a envie de se stimuler, c'est parce qu'il est déborde d'émotions, il est super content et que du coup sensoriellement, bah, voilà, il flappe pour se décharger d'une émotion qu'il n'arrive pas à exprimer autrement, mais il faut que ça sorte, quoi, il est content. Certains comportements posent problème lorsqu'ils sont particulièrement sévères et dangereux. Agressivité, automutilation, destruction du matériel, troubles alimentaires. Ils sont déclenchés par certaines situations ou difficultés de compréhension de l'environnement. S'il est souvent compliqué d'en identifier la cause, ils peuvent normalement être prévus et évités avec l'aide de la famille et de l'équipe encadrante. Mais ce n'est pas toujours possible.
Dans ce cas, une bonne connaissance du fonctionnement de l'enfant ou de l'adolescent autiste permet de contenir et de calmer sa réaction. Expérimentez plusieurs stratégies pour faire redescendre la tension. Utilisez les outils que l'équipe vous a transmis. Ne haussez pas le ton et restez à l'écoute. Il faut absolument éviter qu'il se mette en danger. Ramenez l'enfant dans un lieu rassurant au plus vite et prévenez la famille ou l'équipe encadrante. En bref, l'autisme est complexe et très variable. Pour mettre en place un accompagnement adapté, il faut connaître les particularités de la personne concernée. Vous devez comprendre sa manière de fonctionner en étant attentif à ses réactions et aux différents messages qu'elle exprime, verbalement ou corporellement. Appuyez-vous sur les conseils de l'entourage référent et montrez-vous patient et à l'écoute. N'hésitez pas à poser des questions et à faire remonter vos observations à l'équipe encadrante, ainsi qu'à la famille, pour actualiser le programme d'accompagnement de la personne. Abordez les situations de manière concrète, en suivant le plus possible les motivations de l'enfant ou de l'adolescent. L'accompagnement sera alors plus efficace et pertinent. Quand on intervient auprès d'une personne autiste, l'enjeu est de respecter sa différence, tout en lui donnant les moyens de comprendre son environnement, la société et d'y trouver sa place. Là, c'était, on n'a peut-être pas le temps. Hein, oh là là, ça y est, on a fini. Bon, dans les outils, il y avait cette fiche qui peut vous être donnée. Alors, ça a été donné dans les écoles, mais malheureusement, personne s'en sert. Enfin, personne s'en sert, c'est peut-être pas. Il y a peut-être des personnes qui s'en sont saisies. C'est un protocole de gestion des comportements qu'on peut réaliser avec la famille, peut-être avec le médecin scolaire, avec la psychologue scolaire, avec l'enseignante, peu importe. Du coup, c'est pour savoir justement dans les comportements qui sont difficiles et pas adaptés, l'idée c'est que tout le monde réagisse de la même manière. Par exemple, un enfant qui a compris qu'en criant très fort, il allait avoir l'adulte qui allait se précipiter sur lui et répondre à sa demande. Si on veut par exemple que ce comportement s'arrête et qu'on a décidé de faire extinction, c'est-à-dire on fait semblant de ne pas l'entendre, dans la classe, tous les enfants vont faire semblant de ne pas entendre qu'il hurle à chaque fois qu'il veut prendre la parole, accaparer la maîtresse. Il faut que tout le monde fasse semblant de ne pas l'entendre et fasse extinction à tous les temps en fait. Ça, vous ne pouvez pas le savoir si ça n'a pas dit. Et du coup, cet outil est là pour que tout le monde puisse le lire avec la famille et que tout le monde soit d'accord et que le protocole, une fois en place, soit mis vraiment à tous les moments de la journée, soit respecté. Vous voulez dire quelque chose? Je me dépêche. Donc, chaque enfant est différent. C'est bien sûr les parents qui connaissent le mieux l'enfant, le leur. Hein. Donc, ils sont riches d'enseignements, même souvent plus qu'ils ne le pensent, en fait. Ils ont des informations, ils détiennent des informations et quelquefois, ils ne se rendent pas compte de l'importance de l'information. Oui, c'est eux qui peuvent le plus vous informer sur tout ce que l'enfant aime ou n'aime pas, les goûts alimentaires qu'il peut avoir, les stimulations qui peuvent déclencher des crises, par exemple, des choses qu'il n'aime pas du tout. Et effectivement, ils transmettent des informations sans parfois les connaître. Et plus ils auront confiance en vous et plus ils penseront que vous avez envie d'accueillir leurs enfants, meilleures seront les relations et les progrès des enfants. Là, c'est des fiches que vous connaissez qui sont dans un onglet du tableau, mais c'est juste pour un rappel. Donc, la fiche d'entretien avec la famille qui est juste un guide pour pouvoir poser des questions et obtenir évidemment des réponses, mais surtout pouvoir vous guider dans les entretiens que vous pouvez avoir avec les familles. Et le PPVP qui va être vu, hein, c'est le PPVP que vous connaissez, qui est en place depuis quelques années et on réfléchit à l'améliorer, à le modifier en tout cas. Et depuis cette année, donc là c'est la slide d'après, vous avez dû recevoir un mail comme quoi vous serez encore plus qu'avant, enfin, invité aux réunions de SS et d'équipe éducative, puisque maintenant la notification d'adaptation de l'accueil sur le temps de l'interclasse est notifiée lors de cette réunion. Et du coup, il y a une grille qui peut vous aider à évaluer les besoins de l'enfant et venir à l'entretien avec cette grille. Dedans, il y a des notions de fréquence et d'intensité sur plusieurs paramètres du comportement de l'enfant dans certaines situations. On a un peu accéléré sur la fin, un peu désolé. Je voudrais juste revenir sur une question, si vous avez encore le temps de les passer, mais c'était sur l'enfant qui rejette le groupe.
Dans une des vidéos, on voit que Camille fait participer un autre enfant à un jeu avec le système d'écran pour que Mohamed communique à sa manière avec cet enfant. Mais il faut être progressif, à mon avis, et puis effectivement, ça peut être simplement être dans la même pièce pour commencer ou dans la cour, et puis progressivement l'amener par des jeux qu'il aime lui. Peut-être qu'il faut commencer par ses jeux à lui et les faire partager à tout le groupe d'enfants. Et peut-être pas être trop exigeant sur son inclusion dans le groupe, c'est-à-dire que sa participation à lui, elle peut être limitée en temps, limitée dans l'espace, mais surtout être toujours dans l'observation et regarder les progrès qui sont faits. Et y aller peut-être beaucoup plus doucement que ce qu'on voudrait. Exactement. Ralentir, tout ralentir. Ralentir le monde. Les autistes adultes disent le monde va trop vite, votre monde va trop vite. C'est une phrase qui revient, qui est récurrente chez les adultes autistes. Donc c'est ralentir, tout ralentir. Donc on vous avait mis des exemples d'adaptation pour le repas, le goûter, les activités. Et pendant les temps informels, qui sont des temps qui sont très anxiogènes, voilà. Toujours la même chose, hein, anticiper ce qui va se passer, montrer visuellement où on va, ce qu'on fait, mettre en place des rituels, bien préparer le matériel, etc. Puis faire que le maximum adapter l'environnement sensoriel et si ce n'est pas possible, trouver des adaptations pour que l'enfant ne subisse pas trop l'environnement sensoriel. Voilà, donc les liens dont je vous ai parlé, le site du CRAIF, le lien de formation, des outils que j'ai mis dans Scolarité. Scolarité, c'est pour tout le monde, hein. Enfin, c'était vraiment pour l'école en général, donc pas forcément enseignants, mais SH, rêve, animateur, voilà, documents que vous pouvez prendre. Le CRAIF est un lieu pour l'instant qui est Siricourt Saint-Éloi dans le 12e. Il y a du matériel à emprunter, il y a des livres, c'est comme une bibliothèque. Et vous rencontrez des documentalistes qui peuvent vraiment vous donner plein d'idées et vous conseiller et vous donner d'autres contacts. Et c'est ouvert à tous. Bien sûr. Et vous pouvez aussi envoyer les familles qui sont un peu perdues quelquefois et leur dire que le CRAIF, qui va devenir bientôt la maison de l'autisme, c'est un lieu où elles peuvent venir chercher plein de choses, du matériel, mais aussi peut-être motivation, de la remotivation, de la bienveillance. Voilà, donc n'hésitez pas à donner, de parler de ce lieu aux familles. Il y a des groupes de parents aussi, voilà. Souvent les familles ont besoin de discuter entre elles aussi pour avoir de bonnes idées d'adaptation et se remotiver. Et Anne, tu voulais, il y a le réseau… Oui, qui est en cours d'élaboration et de développement. Ben, on vous remercie, on s'excuse d'avoir été si longue, on a largement dépassé notre temps. Et on n'a pas tout dit. Ah oui, il y a une petite fiche conseil qui vous sera envoyée aussi, c'est un tout petit résumé. Ah, je ne l'ai pas mis. Un résumé d'une page, 1 à 4, sur les conseils. Voilà, vous pouvez l'imprimer, la placarder dans les écoles, la donner à tout le monde, ça marche vraiment pour tous. C'est le minimum en 1 à 4 de conseils qui va être envoyé avec le PDF de support d'aujourd'hui. Voilà. On vous remercie tous. En tout cas, on espère avoir apporté quelques réponses, même si c'est toujours des adaptations pour vous aussi. Et puis, il faut toujours essayer, en tout cas. Merci à vous tous.